Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité à balayer évidemment en votre compagnie avec votre regard de philosophe. On commence par la manifestation contre soi-disant le racisme et l'extrême droite qui s'est en fait transformée en manifestation antisémite samedi dernier dans toute la France et notamment en Paris avec des slogans détestables, le tout organisé par la France Insoumise. Et le même jour, l'agression d'un rabbin à Orléans par un individu de 16 ans visiblement biberonné à la haine des Juifs. Pourquoi l'antisémitisme plonge ses racines profondément dans l'histoire de la gauche? On vous écoutera, mon cher Michel Onfray. Le port du voile dans le sport occasionne une nouvelle passe d'armes entre sportifs. Cette fois, l'immense champion Teddy Riner prenant l'égalité dans le sport. Eh bien, il s'est fait recadrer par un champion de boxe français né en Iran, Mayar Monchipour, qui lui reproche de ne pas connaître le sujet et qui lui rappelle qu'en tant qu'Iranien, il a goûté, lui, à l'islam politique. La désescalade avec l'Algérie, le président Tebboune a rappelé que son seul interlocuteur était le président Macron et que les deux présidents travaillaient ensemble, tout en égratignant sans le nommer Bruno Retailleau. On verra ce que vous pensez de ces déclarations et on parlera bien sûr du sort réservé à Boualem Sansal. On évoquera aussi les ZFE, les zones à faible émission qui ont été généralisées depuis le début de l'année. Elles font l'objet de vives contestations. Les députés ont voté en commission leur suppression. C'est une première étape. L'initiative d'Alexandre Jardin qui parlait des gueux à qui l'on voulait interdire l'accès au centre-ville a connu un grand succès. Les politiques ont embrayé. On verra ce que vous en pensez, mon cher Michel. Vous êtes prêt pour une heure dans Face à Michel Onfray ? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Mais on va commencer tout de suite, Michel, par cette manifestation qui s'est tenue la semaine dernière à Paris, a priori contre le racisme et l'extrême droite, mais avec des slogans totalement inacceptables qui ont été scandés tout au long du cortège. Écoutez. Voilà, à bas l'État, les flics et les fachos. C'est ça, une manifestation contre le racisme, Michel Onfray ? Oui, non, personne n'est dupe. D'abord, c'est du niveau, je sais pas, enfin, c'est du niveau primaire, tous les sens du terme. C'est à bas l'État, c'est à bas les flics et les fachos. Il y a ces éléments de langage qui font que quand la France Insoumise utilise le mot fasciste, quand ils utilisent le mot extrême droite, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire c'est du militantisme, c'est de la sémantique militante. Ça n'a rien à voir avec le fascisme historique. C'est la même chose avec le nazisme, c'est la même chose avec Hitler. Les références sont faites en permanence à la Shoah, à Auschwitz, à Oradour-sur-Glane, mais ça veut dire qu'on se moque totalement de l'histoire. Alors ils déconstruisent tout, ils déconstruisent aussi l'histoire. Ça veut dire que les mots ne veulent plus rien dire. Il faut entendre les insultes. C'est juste. C'est ça, on les entend bien. Ce sont des insultes. Les flics, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est n'importe quoi. On en manque des flics, des policiers, des gendarmes. On ne leur donne pas le pouvoir qu'on devrait pouvoir leur donner. Dès qu'ils font leur travail, on les envoie en prison. C'est ça le problème. C'est l'espèce de faiblesse de la République. C'est pas la force de ces gens-là. Ces gens-là ne sont forts que parce que la République est faible. La République dirait, je me souviens d'un livre de Jean-François Revel qui disait comment les démocraties finissent. Et c'était un livre extrêmement intéressant. Il disait de leur faiblesse. Nous avons des valeurs et nous n'opposons pas ces valeurs à ces gens-là qui, eux, n'ont pas de valeur. Ils ont juste un objectif, détruire, détruire, détruire. Ils ont l'impression que détruire, c'est construire. Et que quand il n'y aurait plus de flics, pour utiliser leur formule, quand il n'y aurait plus d'État, quand il n'y aurait plus de fachos, qui sont les fachos, les gens qui ne pensent pas comme eux, eh bien, tout irait bien. Donc on est dans une logique exterminationniste. On est dans la logique jacobine de la Révolution française et de la terreur. C'est-à-dire on supprime tout ce qui nous gêne. Et finiraient même par se tuer les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils sont islamo-gauchistes, mais les islamo-gauchistes arriveraient au pouvoir, que les gauchistes se feraient manger par les islamos. Ça me paraît tout à fait évident. Donc non, c'est une manifestation pro-palestinienne. Il y a d'ailleurs des Palestiniens, je voudrais qu'on leur rende hommage aujourd'hui, qui descendent dans la rue et qui disent non au Hamas. On va les entendre. Alors tant mieux, mais parce que ça c'est un espoir. Et même pour les gens, l'idée qu'on puisse décorréler... Ils disent non au Hamas, arrêtez de nous prendre en otage. C'est formidable, qu'on puisse décorréler aujourd'hui la Palestine, les Palestiniens, le statut et le destin de la Palestine du Hamas en disant mais c'est dissociable. Ça c'est formidable, c'est vraiment la nouvelle moins de la semaine, je pense. Mais ces gens-là, ça doit les gêner. Je veux dire, les Mélenchoniens et les autres, là, qu'il y ait des Palestiniens qui décolèrent, j'allais dire, mais qui décorrèlent le statut de la Palestine, de ce qu'elle pourrait devenir,
Ce serait très bien avec des gens comme ça, que les discussions puissent commencer à s'engager. Et ces gens qui se servent du palestinisme, je dirais, comme de bombes, comme de grenades, à dégoupiller dans les jambes des fameux fachos, des fameux flics et des fameux opposants. En gros, ce sont les opposants. Même Fabien Roussel, qui dit des choses intelligentes, qui dit des choses audibles. On va l'écouter tout à l'heure. Lui aussi, il se prend des grenades. Ah oui. Donc, il est très, très critiqué par la gauche. Pour revenir juste à l'antisémitisme en France, Michel, je disais, il y a eu le même jour, samedi dernier, une agression violente d'un rabbin dans les rues d'Orléans. Il était accompagné de son petit garçon de 9 ans. Et c'est un jeune de 16 ans qui l'a agressé, qui a de multiples identités a priori. Écoutez la réaction de ce rabbin. Il était interviewé par nos confrères d'I24 News. Il a tourné la caméra face à moi en hurlant « Tous les juifs sont des fils d'eux » et il a craché encore. Alors à ce moment-là, comme c'était en vidéo, je me suis dit « S'il publie ça et que je ne fais rien, qu'est-ce que je vais faire ?» Le monde entier verra comment quelqu'un peut crier et cracher et insulter les juifs. Et qu'il n'y ait pas de réaction. Alors je me suis dit, je ne peux pas laisser passer. Et donc, j'ai touché son téléphone. Et je savais qu'il réagirait. Et alors les coups ont commencé. Il m'a donné des coups, il a reçu des coups, j'ai reçu des coups. Dieu merci, tout va bien. Voilà pour cette réaction admirable de ce rabbin qui était avec son petit garçon de 9 ans, je le rappelle, Michel Onfray. Oui, bien sûr, oui. C'est terrible pour le petit garçon qui assiste à ça. C'est terrible pour les Français qui voient ça aussi. C'est-à-dire un rabbin qui se fait agresser dans la rue parce qu'il est rabbin, parce qu'il est juif. Et tous les juifs sont, etc. Enfin, l'essentialisation, ça ne gêne plus, là. Il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs personnes qui étaient autour qui se sont interposées. Hein. Ça, c'est bien aussi. Il faut le dire aussi. Comme les Palestiniens laïcs, je dirais, les Palestiniens qui ne sont pas du Hamas. Ça, c'est un espoir formidable. Un espoir formidable aussi des gens qui s'interposent. Il faut être courageux aujourd'hui, ou inconscient, mais c'est parfois l'inconscience et du courage, en se disant je peux risquer un coup de couteau, mais j'y vais tout de même, quoi. Ce sont des justes d'aujourd'hui, si vous voulez. J'étais il y a quelque temps à Jérusalem, et ces justes de jadis, il faut qu'ils aient des descendants aujourd'hui. Où sont les justes d'aujourd'hui? Et il y en a. Des gens simples, des gens modestes, des gens discrets. On ne connaît pas le nom de ce garçon. On ne sait pas qui il est, on n'a pas vu sa photo. Et pourtant, il a fait le travail. Il a fait le nécessaire, quoi. Juste pour montrer que le rabbin n'était pas seul. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire de montrer qu'il y a effectivement une meute d'antisémites aujourd'hui, sous prétexte d'antisionisme. Une meute pas si importante que ça, semble-t-il. Les manifestations ne sont pas si importantes pas très que ça. fournies. C'est trop. Mais globalement, ce ne sont pas les grandes manifestations qui remplissent les rues. Et ça, c'est plutôt réjouissant aussi. Simplement, ce sont toujours les minorités actives qui font l'histoire et les majorités silencieuses qui ne les font pas. Donc là, on a un garçon je crois que c'est un jeune garçon, qui fait partie des minorités silencieuses, mais qui fait l'histoire aussi. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de ce garçon. Je ne sais pas qui il est, mais c'est formidable. Il y a ça aussi dans la France. Il n'y a pas que des individus qui estiment qu'il faut cracher sur un juif en présence de son fils. On va écouter Aurore Berger, qui était à l'Assemblée nationale cette semaine, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour la lutte contre les discriminations. Elle estime que le nouvel antisémitisme en France tient en 3 lettres. LFI. On l'écoute. L'antisémitisme depuis le 7 octobre, ce sont 2 chiffres et 3 lettres. 2 chiffres. 1570 actes antisémites en 2024. C'est une explosion et c'est un risque de réenracinement. 62% d'actes anti-religieux concentrés sur nos compatriotes juifs quand ils comptent moins de 1% de la population. Et 3 lettres, L, F, I. Honte à un parti et à Jean-Luc Mélenchon qui considère que l'antisémitisme est résiduel alors qu'il le ramène à un niveau structurel. Voilà, il y a beaucoup de courage dans ce que dit Aurore Berger. Vous comprenez la démarche de Jean-Luc Mélenchon qui multiplie en fait les allusions. Il parlait cette semaine des milliardaires qui vous couperaient les cheveux pour en faire des édredons, sachant que c'est une allusion directe à ce qui se passait dans les camps. Hugo Bernalicis, un député de la France Insoumise qui, dans l'hémicycle, à un moment a créé Solution Finale, alors qu'un député demandait des solutions pour lutter contre le narcotrafic. Vous comprenez qu'on flirte en permanence avec cette ligne rouge de l'antisémitisme?
Oui, d'abord un mot sur Aurore Berger, parce que cette phrase est sympathique, mais elle n'engage à pas grand-chose, puisque ce sont les gens de son parti qui ont voté pour les gens de la France Insoumise. Donc je veux bien que là, on fasse des belles formules. Ça a été écrit, ça a été appris par cœur, il y a des communicants, 3 lettres, LFI, formidable, d'un seul coup. Bon, voilà, on se dit, voilà la fameuse punchline dont on parlera. On ne peut pas lui dénier peut-être d'avoir cette conviction, elle. Je n'en sais rien, simplement, elle n'a pas démissionné, ou elle ne s'est pas fait attendre. Moi, en même temps, je ne suis pas inscrit sur son compte, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais enfin, elle fait partie tout de même d'un mouvement qui, lui, a voté pour les gens de la France Insoumise en estimant que Marine Le Pen était fasciste et qu'il y avait un danger fasciste. Donc on ne peut pas faire le nécessaire pour mettre des anti-républicains à l'Assemblée nationale, puis dire après ces anti-républicains, ah mais vous êtes anti-républicains. Il faudrait être un peu cohérent. Donc elle peut le dire, mais quand elle a fait ce qu'elle a fait précédemment, ou quand elle n'a rien fait en laissant faire, ça me paraît tout ça. C'est la logique des partis et oui, mais je dénonce la logique des partis. Vous ne pouvez pas aller contre lui. Oui, mais la logique des partis, c'est ce qui fait que la France est ingouvernable, qu'elle est mal gouvernée et que l'antisémitisme monte. Si on cherche des explications de l'antisémitisme, c'est ça. Si on donne à ces gens-là un escalier en disant vous n'êtes pas antisémites, vous êtes des gens fort sympathiques, et Marine Le Pen, qui dit tout bien qu'elle pense aujourd'hui des juifs, de la communauté juive et d'Israël, c'est elle l'antisémite, et on ne va pas voter pour elle, mais c'est pour des gens qui sont antisémites qu'on va voter, puis après dire ah mais c'est pas bien ce que vous faites, etc. Il y a beaucoup d'incohérences, et les Français sont lucides sur cette incohérence-là. C'est d'ailleurs pourquoi ils ne vont plus voter, pourquoi ils votent parfois n'importe comment, en votant contre systématiquement. Après ça, sur ce que vous me dites, non, je pense qu'il y a une logique vraiment antisémite, c'est-à-dire qu'il y a des petits cailloux qui sont déposés comme ça. Une fois, c'est effectivement les cheveux pour faire des édredons, une fois, c'est le camp pour Madame Braun-Pivet, une autre fois, c'est l'antisémitisme est résiduel, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je dirais une chose comme ça sur le camp inverse, j'aurais tout de suite un procès et je serais traîné au tribunal pour dire des choses comme celle-ci. Là, il n'y a aucun problème. On montre les chiffres, c'est ascensionnel. Lui dit c'est résiduel. Évidemment, si on considère que ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est pas de l'antisémitisme, évidemment c'est résiduel. Or c'est pas résiduel. D'un seul coup, ce qui se cachait se trouve montré. Espèce de vieil antisémitisme, de l'anticapitalisme, les juifs, c'est Rothschild, ils ont l'argent, ils ont la banque, puis après ils ont la presse, ils ont tout ça, etc. D'un seul coup, ça remonte parce qu'il active ça, Mélenchon. C'est son passé de trotskiste. Je rappelle que les trotskistes ont soutenu le pacte germano-soviétique dans l'appareil, comme le Parti communiste a soutenu le pacte germano-soviétique, c'est-à-dire se sont alliés avec Adolf Hitler. Et ce sont ces gens-là qui nous disent aujourd'hui que on a des grands-parents qui avaient des affiches antisémites, des blancs évidemment, des grands-parents blancs. Dans nos placards. Voilà, donc tout ça est très logique. D'un seul coup, la bête réapparaît et dans sa pleine puissance. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer maintenant le déplacement en Israël du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il estime que son parti a rompu avec le passé antisémite du Front National de l'époque. Et il estime aujourd'hui que beaucoup de Français de confession juive ne se sentent plus en sécurité en France face à la montée de l'islamisme. Écoutez Jordan Bardella. Je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Et c'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité en France parce qu'ils n'ont plus la liberté de mettre une kippa dans les rues du pays, parce qu'ils n'ont plus la liberté de sortir à certaines heures dans certains quartiers, et parce qu'ils considèrent aujourd'hui que le fondamentalisme islamiste qui est en train de se développer sur tout le territoire français et dans beaucoup de sociétés en Europe. Voilà pour Jordan Bardella, Michel Onfray. Le RN d'aujourd'hui n'est pas le Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous aviez lu à l'époque les mémoires de Jean-Marie Le Pen et vous disiez qu'il n'y avait pas de doute pour vous. Hein. Oui, pas de doute sur le fait que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il y a 800 pages et c'est non-stop, c'est une base continue qui est là tout le temps. Je ne reviens pas sur le détail de ce genre de choses. Mais oui, les partis ont tous changé. C'est-à-dire que je ne reprocherai pas à Fabien Roussel, par exemple, aujourd'hui, d'être un nazi parce que son parti a collaboré pendant le pacte germano-soviétique. C'est plus le même parti. Je ne reprocherai pas à un socialiste aujourd'hui que la phrase de Mitterrand qui disait que quiconque ne veut pas rompre avec la société capitaliste ne peut pas être dit socialiste. Je ne dirais pas aux écologistes aujourd'hui que René Dumont, qui avait été leur candidat, avait écrit un éloge de l'agriculture nazie dans la presse collaborationniste. Ils ont changé, je ne leur ferai pas ce procès-là. On peut faire la même chose avec Marine Le Pen en disant Marine Le Pen, c'est pas son père. D'abord, le parti a changé de nom, ensuite, l'idéologie n'est plus la même. Le père était antisémite, la fille est philo-sémite.
Elle le dit très précisément. Et puis je rappelle qu'on voit parfois Arnaud Klarsfeld sur les plateaux de CNews et que sa parole est d'or. De son père plus encore. Je dis plus encore parce qu'il est plus âgé et que son combat contre les nazis est beaucoup plus ancien. Mais on a là avec Arnaud et Serge Klarsfeld vraiment une caution pour l'histoire. Voilà des gens qui sont peu suspects d'antisémitisme, voilà des gens qui sont peu suspects de je sais pas quoi, d'extrême droite, de nazisme, de fascisme, ou de lepénisme version Jean-Marie. Donc il faut les entendre, il faut entendre le président d'Israël, M. Herzog, il faut entendre les gens qui invitent en Israël, puis la possibilité en Israël de recevoir Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen, et de les entendre dire que on a changé de monde, et que oui, bien sûr, le PC a fait sa mue, le PS a fait sa mue, même le général de Gaulle, que j'aime bien, pas vous que nous aimons bien, vous pouvez mettre... Entre le général de Gaulle et puis Jacques Chirac, qui a détruit la souveraineté nationale avec Maastricht, etc., il s'est passé aussi des choses. Donc les partis ont changé, tout change, tout le monde change, c'est le propre de la vie, le cosmos change et se modifie, les plus petites choses se modifient aussi, et les partis aussi. C'est-à-dire 50 ans après, c'est plus du tout la même chose. Donc oui, il y a une normalisation. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut voter pour elle, etc. C'est pas ça le problème. C'est juste de dire, si on fait de l'histoire, de la philosophie politique, ce parti ne défend plus l'antisémitisme qui était celui d'un homme qui avait, je ne sais pas, il était né dans les années les années 20 ou quelque chose comme ça, mais il avait une quinzaine d'années pendant l'occupation. Donc c'est la même chose avec Mitterrand, même chose, etc. On a changé d'époque, on a changé de personnage, c'est plus du tout la même chose. Et puis c'est tant mieux que face à la montée de l'antisémitisme, au fait que la gauche en fasse son idéal, une gauche radicale, mais le pire, c'est une gauche qui, elle, n'est pas radicale, mais se radicalise en allant derrière. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est François Hollande qui est derrière, etc. Enfin, ils sont tous là en train de... Puis on verra bien avec les prochaines municipales. Et puis s'il y a encore une dissolution, si vraiment ces belles intentions du genre « Ah là là, vous êtes insupportable, vous êtes infréquentable », quand il faudra voter et sauver son siège, on les verra à ce moment-là, si la morale tient le coup. Alors de vérité. C'est la vertu. Mais bien sûr, moi je ne crois pas un mot. Ils feront tout pour être réélus. Et les deux gauches irréconciliables se réconcilieront sur le dos des Juifs. Michel, vous avez évoqué ces manifestations qui ont eu lieu dans Gaza cette semaine. C'est la première fois qu'on voit des Palestiniens manifester, qu'ils disent qu'ils n'en peuvent plus des bombardements, qu'ils n'en peuvent plus d'être pris en otage par le Hamas. On va écouter quelques instants de ces manifestations et on va l'évoquer. Voilà, pour quelques centaines de personnes, Hamas terroriste, Hamas dehors. C'est la première fois, je crois, qu'ils osent, parce qu'ils n'en peuvent plus des bombardements, qu'ils n'en peuvent plus d'être pris en otage par le Hamas. C'est formidable, cette image. Moi, je suis aux limites des larmes en me disant, voilà des gens qui nous montrent qu'effectivement, d'abord, ils sont courageux. Des gens qui peuvent être repérés et c'est facile de se faire buter dans la minute. Et donc, ils descendent dans la rue, ils ont du courage, et puis ils disent quelque chose d'essentiel. C'est qu'il faut désolidariser le Hamas, la Palestine, les Palestiniens, et qu'on peut faire de l'histoire. On vient d'en faire avec les partis politiques. Eh bien, si vous regardez ce qu'était le Fatah de Yasser Arafat, il était laïque. Tout au départ, il était laïque. Exactement de la même manière que l'Irak de Saddam Hussein était laïque, que la Libye de Kadhafi était laïque, que l'Égypte jadis de Nasser était laïque aussi. C'est-à-dire que quand on dit l'islam est incompatible avec la République, etc., mais c'est la question de la laïcité qui se trouve posée. Et là, on a des gens qui... Alors, je ne sais pas qui sont ces gens, il faut poser la question, mais ils ont probablement envie d'une Palestine libre, autonome, indépendante, etc. Et pour le coup, ils ont raison, ceux-là. Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de détruire Israël. Il faudrait les entendre là-dessus. La fameuse entité sioniste, comme ils disent, pour ne pas prononcer le nom d'Israël. Ça, je trouve que c'est un espoir. Je ne sais pas s'il y a derrière quelqu'un qui pourrait émerger, une femme, un homme. Une femme, ce serait drôlement bien. Une femme sans voile, qui aurait pu faire quelques études qui lui permettraient, et même sans les études, elle n'a pas forcément besoin d'études, mais qu'elle ait l'intelligence pour ça, et qu'on puisse dire, ah, regardez cet espoir. C'est-à-dire que si on arrive à dissocier Palestine, question palestinienne, palestinisme, comme on dit, et puis Hamas, terrorisme et islamisme, alors ça, c'est formidable, parce que je trouve que dans des pays comme cela, je l'ai dit à beaucoup d'amis libanais, que la solution chez eux, ça passait aussi par un certain type de laïcité. Si vous êtes dans une logique théocratique, en disant il faut absolument que Dieu soit au pouvoir, que Dieu fasse la loi, c'est pas possible.
Donc moi, je trouverais intéressant des reportages sur ces gens, savoir qui ils sont, les faire parler, voir s'ils sont organisés, s'ils ont un projet, comment ils pensent la suite. Parce que quand il y a une guerre, il faut la penser en termes de paix. Et il va se passer quoi après? Parce que c'est vraiment la solution d'avenir, en réalité. Ah, complètement. C'est la seule solution d'avenir pour une paix dans cette région. Ça ne peut pas. C'est intrinsèquement... l'islam est intrinsèquement antisémite. Ça dépend ce qu'on choisit dans le texte. Il y a dans le Coran des choses qui disent si tu tues un homme, tu tues tous les hommes. Si tu sauves un homme, tu sauves tous les hommes. Avec ça, normalement, on devrait en tuer aucun et on devrait les sauver tous. Donc, si vous prenez cette sourate, du moins ce verset dans cette sourate, c'est formidable, l'islam. Et puis, vous avez d'autres versets qui disent exactement le contraire. Égorge-les, coupe-leur le nez, tranche-leur la gorge. Ça dépend quelle version vous prenez. C'est la même chose avec la Bible, c'est la même chose avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans la Torah, il y a aussi du meilleur et du pire. Donc là, c'est l'athée que je suis qui vous parle. Et qui a lu ces 3 textes. Ah, je les ai lus, moi. Fondamentalement, mais beaucoup en parlent sans en avoir lu une ligne. En ayant pris des notes et en ayant fait des fiches, je suis susceptible de ressortir des fiches en cas de besoin si les gens voulaient avoir les textes incriminés. Là, il y a quelque chose comme une laïcité qui se dit. Et pour le coup, pas la laïcité ouverte, je sais pas quoi. Enfin, c'est juste une laïcité qui nous dit les Palestiniens voudraient bien vivre en dehors de la férule, de la tyrannie palestiniste et du Hamas. Ça, c'est un espoir. Alors, je ne suis pas un gouvernant israélien, mais j'irai voir de ce côté-là en disant qu'est-ce qu'on peut construire avec vous. L'idée de fabriquer un Monaco, selon la version Donald Trump, ça ne tient pas. Une Riviera, dit Donald Trump. N'importe quoi, il ne sait pas ce que ça veut dire. Aimer sa terre, être attaché à sa terre, vouloir partager sa terre. Enfin, ce type n'est pas enraciné, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il pense en termes... C'est un banquier, Trump, c'est un marchand de tapis. Mais ce n'est pas quelqu'un qui pense en termes d'histoire. C'est un impérialiste qui n'a rien compris à l'attachement que pouvait avoir un peuple à sa terre. Là, j'entends, moi, que ce peuple puisse être attaché à sa terre, mais juste de dire, ne confondez pas nos gouvernants et nous. Les gouvernants et les gouvernés. C'est comme si nous, on disait, mais la France, les Français, quels que soient les Français, ils sont macroniens, puisque Macron les pilote. Non. Mais peut-être que Donald Trump a compris l'attachement des Américains à leur terre. Ça, je pense que c'est un des grands moteurs de son succès électoral. Je ne pense pas qu'il pense en termes de terre. Je pense qu'il pense en termes d'argent, en termes de business, en termes de... Voilà. De pays, de terre. Non, c'est une entreprise. Lui aussi, c'est la Startup Nation des États-Unis. Il faut absolument écraser les autres. C'est un impérialiste. Et ça, moi j'ai dit des choses sur Trump à l'époque où il ne le disait pas. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a été assez malin pour ne pas le dire avant. Puis une fois arrivé au pouvoir, il dit maintenant j'ai un certain temps devant moi. Et là, pour le coup, il va falloir qu'on aille faire un tour au Groenland, puis au Panama, et puis le Canada m'intéresse aussi. Et là, on se dit, c'était pas du tout dans le programme, ça. Et d'un seul coup, on passe d'un populiste moqué à un impérialiste dangereux. Allez, petite pause face à Michel Onfray. Michel, on va évoquer dans un instant l'Algérie et le sort de Boualem Sansal. On entendra votre réaction à ce sujet. À tout de suite sur Face à Michel Onfray. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, toujours beaucoup d'inquiétudes autour du sort de Boualem Sansal, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme par un tribunal algérien, une peine extrêmement lourde pour l'écrivain âgé de 80 ans, qui, on le rappelle aussi, est gravement malade. Son avocat français, maître Zimray, François Zimray, appelle le président algérien à l'humanité. Il fait son travail, c'est un grand avocat et il fait ce qu'il faut. Je dirais simplement que dans un pays totalitaire, le droit, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez un droit chez les nazis, un droit chez les staliniens, un droit chez le général Franco ou dans toutes les autres dictatures, c'est la parole du pouvoir. Donc on sait comment ça fonctionne et on voit d'ailleurs aujourd'hui comment ça peut fonctionner dans certaines démocraties. Donc je pense que ce qui se passe avec Boualem, c'est que c'est un otage et que comme avec tous les otages, on joue. Donc... non, vous avez l'air de... Si, mais en même temps, l'appel à l'humanité du président Tebboune, ça veut dire peut-être qu'il y a un espoir que le président Tebboune fasse un geste et le libère, le gracie. Les dictateurs ne sont jamais sensibles à des signes d'humanité. Ils sont sensibles à des intérêts et il pense en termes d'intérêts. Lui, il n'a pas envie d'un signe d'humanité, M. Tebboune. Il n'en a rien à faire. Il n'aime pas la France, il déteste les Français. Il aime bien le président Macron, on va l'écouter tout à l'heure. C'est ce que j'allais vous dire. Il se joue d'Emmanuel Macron en disant qu'il l'aime. Mais pas du tout, il déteste la France et les Français. Il fait savoir d'ailleurs qu'on rajoute un couplet de détestation de la France dans l'hymne algérien. Enfin, tout est fait pour humilier la France, et là ça continue. C'est-à-dire, il dit en gros, moi j'ai un interlocuteur, c'est-à-dire une gifle donnée à Bruno Retailleau, en disant il peut penser lui ce qu'il veut, il a une théorie d'opposition frontale, au moins le président Macron c'est un gentil, et puis lui, c'est un gentil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on négocie.
Donc les otages, quand ils sont libérés pourquoi? Parce qu'il y a des négociations. Donc on ne dit pas ce qu'on a négocié. On a donné de l'argent, on a donné des priorités, on a vendu des armes, on a confié quelques secrets, ou c'est comme ça que ça se passe. C'est de la transaction, c'est un otage, notre cher Boualem. Et donc c'est un otage dont la France va payer le prix. Donc assez probablement, je ne sais pas, on est dans les hypothèses, mais c'est acte 1, 5 ans de prison. Acte 2, point d'interrogation, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va donner pour que M. Tebboune puisse dire « Ah, j'ai fait un geste d'humanité », mais il n'y aura pas de geste d'humanité du tout. Il dira éventuellement « Je le libère », après on dira « Formidable, qu'est-ce qu'il est fantastique », etc. Et puis après, Emmanuel Macron fera une politique pro-algérienne, comme il le fait déjà actuellement. Il sait qu'il a une rue algérienne qui peut être mouvementée et secouée et animée s'il se passe des problèmes. Le problème, ça peut être de perdre un match de foot, d'ailleurs, ça peut commencer à ça. Ou ça peut être de démanteler un trafic de drogue dans lequel un caïd aura été d'origine algérienne, c'est quand même ça. Et quand Emmanuel Macron ne va pas aux manifestations contre l'antisémitisme, c'est ça. Vous pensez que c'est ça? Écoutez, la chose nous a été dite par... c'est le nom de Benalla qui m'empêche de le dire, mais ce comique là, ce prétendu comique qui visitait le président de la République pour lui dire ce serait bien que tu fasses pas ceci, que tu fasses pas cela, parce que la rue algérienne, ceci. Bon, évidemment, Emmanuel Macron, il a envie d'une espèce de calme qui fait qu'il rejoint ses amis, Ségolène Royal, Jean-Michel Lapathy et Benjamin Stora, qui sont des amis de l'Algérie, on voit ce que ça veut dire, en une d'El Watan. Et donc, il y a des négociations, mais qui sont pas très belles. C'est pourquoi il faut pas faire les négociations en direct à la télévision. Mais nous aurons donné probablement beaucoup et pour obtenir la libération de Boualem. Et j'ose espérer qu'il ne fera pas ses 5 ans. Il a un cancer, je crois qu'il a plutôt 75 que 80, enfin 5 ans de prison quand on a 75 ans, 5 ans d'hôpital pour suivre des chimiothérapies quand on a un cancer, d'hôpital dans ces conditions-là, c'est-à-dire des hôpitaux militaires. C'est une condamnation à mort. C'est une condamnation à mort. On va écouter quelques manifestants. Ils s'étaient réunis à Paris devant l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de personnel politique, à l'exception de la France Insoumise, évidemment. Mais il y a beaucoup de bon sens dans ce que disent les gens qui étaient là pour demander la libération de Boualem Sansal. Je pense que la mobilisation est toujours nécessaire, même si ce n'est pas la seule façon d'intervenir. Je pense que la diplomatie aussi a joué son rôle, mais il est important qu'il y ait une mobilisation, qu'on montre que les Français soutiennent Boualem Sansal. À une époque où il y a eu un drame avec Charlie Hebdo, beaucoup de Français, une grande majorité, a dit « je suis Charlie ». Je pense que ça serait bien qu'aujourd'hui, la grande majorité des Français disent « je suis Boualem ». Je trouve que c'est quelqu'un qui est emprisonné par un gouvernement autoritariste et il est abandonné par un gouvernement qui est démissionnaire, en fait. Je pense que c'est ça. Ça résume un petit peu ce que je pense. Voilà, pour ces Français qui sont en empathie, évidemment, avec Boualem Sansal. Et c'est plutôt rassurant, Michel? Oui, ce qui est rassurant, c'est le bon sens, je dirais, et le bon sens de gens qui disent des choses bienvenues. Ce qui est pas rassurant du tout, c'est qu'il y a des partis qui estiment que... ou même des individus, dont certains peuvent se retrouver sur les plateaux de CNews et qui estiment qu'il faudrait enlever la nationalité française à Boualem Sansal, ou d'autres qui estiment qu'après tout, il l'a bien cherché, ou d'autres qui font savoir que c'est pas des choses qu'on dit, et quand on dit des choses comme ça, c'est normal qu'on se fasse enfermer illico, quoi. C'est ça qui est problématique. C'est pas que des gens plein de bon sens disent qu'on aime Boualem, qu'il est français, il est franco-algérien, que c'est un intellectuel qui n'a fait que son métier. Il n'a fait que son métier. Il n'a pas déposé des bombes. Il n'a pas soutenu même les gens qui auraient déposé des bombes. Il n'a pas invité un soulèvement populaire pour faire tomber le régime. Il a juste donné des opinions. Après, on les commente, ces opinions. Il a juste dit qu'il pensait que le Sahara occidental était plutôt propriété marocaine qu'algérienne. C'est une opinion. C'est pas la mienne. Moi, je pense que je suis souverainiste. Moi, je pense que les Sahraouis pourraient avoir leur indépendance et que ça réglerait le problème de la façon de lui traiter les plaideurs. Ni Maroc ni Algérie, simplement une espèce d'autonomie, ça doit pouvoir se penser, en relation avec l'Algérie, en relation avec le Maroc, bien sûr. Il n'a fait que dire ça. Est-ce qu'on peut débattre? Le régime algérien dit non. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous dites, de penser ce que vous pensez, d'écrire ce que vous écrivez, donc prison. Et puis prison arbitraire. Je rappelle quand même que ce fameux régime a estimé que Maître Zimré était juif et que ce serait tout de même bien que Boualem puisse changer d'avocat. Il n'a pas réussi à aller en Algérie pour voir son client. Non, apparemment, il a eu un avocat d'office, commis d'office. C'est-à-dire un commis d'office, c'est quoi? C'est le pouvoir qui vous dit c'est celui-ci qui va vous défendre. Là, on est chez Orwell.
ou chez Kessler, enfin c'est tous les gens qui ont écrit des livres antitotalitaires. Si la personne qui est censée vous défendre est celle qui vous accuse, vous imaginez le haut degré du droit. Alors quand Rima Hassan estime qu'Alger, c'est la Mecque, l'Algérie, c'est la Mecque des libertés, on se dit, si ces gens nous gouvernaient en France, on voit à quoi ressemblerait la liberté. Et le nom que vous cherchez, c'était Yacine Benatar. C'est ça. Voilà. Cher Michel. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Autre sujet qui a provoqué des crispations très importantes au sein du gouvernement, même il y a quelques jours, le port du voile dans le sport. Le Premier ministre François Bayrou a dû faire taire la cacophonie dans les rangs de ses ministres. Et puis la polémique a rebondi du côté des sportifs, puisque le super champion Teddy Riner a affirmé que dans d'autres pays, le port du voile se passait très bien. Il a reçu une réponse assez musclée d'un ancien boxeur, il est français, mais d'origine iranienne, Mayar Mouchipour, qui lui estime qu'il ne connaît pas, Teddy Riner, les régimes islamiques. Écoutez-le, il était notre invité cette semaine. Le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans, évidemment. Parce qu'ils veulent commencer par le cocktail, mais ils veulent aller jusqu'au dessert. Et le dessert, c'est quoi ? C'est moitié de droit pour les femmes, c'est les femmes à la maison, c'est les femmes enfermées, c'est les femmes sous le juge d'un khayyem, d'un responsable. En Iran, plusieurs sports dont la boxe sont interdits aux femmes. Il y a exactement le 13 avril 2019, j'ai organisé le combat de la première iranienne, Salah Fradem, à Royan. Ouais. Donc moi, j'ai eu un mandat d'arrêt. Ça veut dire juste parce que j'ai autorisé une femme à vivre son rêve parce qu'elle était en maillot débardeur, on m'a arrêté à l'aéroport. Parce que, laissez-moi dire cette phrase, ça je sais que vous le savez au plus profond, dans cette religion, dans cette idéologie, dans cette culture, le corps de la femme est un enjeu politique. Voilà pour Mayar Mouchipour, ce boxeur français d'origine iranienne, qui dit « Attention, voilà ce que c'est les régimes islamiques. Ne nous trompons pas. » Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine ? Ah, sur le régime islamique, oui. D'abord, on voit que lui, je ne sais pas s'il a lu le Coran, mais tout ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire que je l'ai entendu dans son intégralité. Et c'était très bien de dire que le statut des femmes dans le Coran, c'était ça. C'est-à-dire que la voix d'une femme, c'est la moitié. La possibilité de l'héritage, c'est la moitié aussi. La possibilité de témoigner, c'est demi-témoignage. La possibilité même de frapper une femme, si on n'est pas très sûr, mais qu'on a des doutes sur sa fidélité, c'est aussi tout ça. C'est parfois des textes qui nous disent dans le Coran que c'est un malheur que de naître femme, et qu'il vaut mieux un enfant, etc., etc. Donc tout ça est dit. Simplement, je pense que on ne peut pas essentialiser le voile, soit en disant il est toujours un instrument formidable, soit en disant il est toujours un problème. L'Iran, c'est l'Iran, la France, c'est la France, et dans certaines circonstances ou dans certaines occasions, j'ai vu l'autre jour des images de parents qui étaient là au procès de leur fille qui a été brûlée, vous vous souvenez la jeune Chahinaise. Voilà, et il y avait cette dame, vieille dame, probablement mon âge, ou quelque chose comme ça, qui était là avec un voile. Est-ce qu'on peut imaginer que cette femme, elle était islamiste ? Qu'elle voulait instaurer la charia en France. Non, bien sûr. Donc un seul contre-exemple, et j'en ai des dizaines de contre-exemples, des gamines dans la rue, qui dans des logiques identitaires, on leur dit la France est détestable, ce sont les Français qui parfois le disent, en disant c'est Vichy, c'est le fascisme, c'est tout ça, c'est le colonialisme, on dit détestez donc la France, et qui cherchent des identités, et qui se disent mais après tout l'islam c'est formidable, le voile c'est formidable, je me trouve une identité. Cette gamine, elle n'est pas forcément pour la charia. Moi je rappelle quand même ce que Napoléon a fait avec les Juifs, et le Grand Sanhédrin, par exemple. Il a fait quelque chose de formidable, Napoléon. Et on a vu comment la communauté juive peut s'en sortir vraiment par le haut. Vous avez des gens aujourd'hui qui font le Shabbat et qui portent la kippa chez eux, mais qui, par ailleurs, vous n'êtes pas censé le savoir, et qui vivent intégrés. Vous avez eu la même chose avec la loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Je suis en train de lire d'ailleurs un livre de Jean-Michel Djian qui est consacré à Renan. Il y a des textes de Renan sur ces questions-là qui sont extraordinaires. Et on a réglé le problème de l'Église catholique de cette manière-là. Quel chef de l'État français réglera le problème pour qu'on arrête de parler du voile, du voile dans le sport. Après ça, on a des gens qui disent « Ah oui, mais si c'est un petit terrain de foot de sous-préfecture, on a le droit au voile. Mais si c'est, etc. » Je rappelle quand même que quand on a eu la cérémonie des Jeux Olympiques, une des dernières images de la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est une dame qui était éthiopienne, qui avait gagné un marathon, qui avait couru sans voile et qui apparaissait à la télévision voilée. Donc, au moment de la remise des prix, de la médaille d'or. De la fin. Tout était fini, elle était là, on disait mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? Évidemment, propagande et idéologie. Donc on ne peut pas non plus, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Aurore Berger, dire des choses et faire le contraire et ménager la chèvre et le chou. Et il faut que l'islam puisse avoir sa place en France, mais il faut qu'elle soit décidée par un État qui nous permettrait de faire comme Napoléon l'avait fait en son temps, ou comme Élie Combes l'avait fait pour le catholicisme en son temps, qu'on ait un grand homme et qui nous dit
disent, bon, on va gérer cette question-là. Alors on dit, oui, mais après, il y a les sunnites, il y a les chiites, les imams, c'est pas exactement la même chose. Bien sûr que c'est pas la même chose. Mais il faut vivre avec des gens qui sont là. Il faut faire avec le réel. Ils sont arrivés, on les a acceptés, ils sont venus, et on ne va pas leur dire maintenant, vous allez sortir. Ce que j'ai entendu Jordan Bardella dire à terme, il faudrait interdire le voile dans la rue complètement. Mais qu'est-ce que c'est que ce régime qui va arracher le voile de cette dame, par exemple? Je prends l'exemple de cette dame, on va dire à cette dame, arrachez votre voile, il est insupportable. J'ai vu la douleur de cette femme avec son mari. Oui. Il y a des gens qui ne voulaient probablement pas instaurer la charia en France. Donc il faut dépassionner tout ça, arrêter de faire des débats sur le burkini, sur etc. Parce que c'est sans cesse. On aura ça bientôt, cet été. Le burkini, un maire qui dira « je ne veux pas qu'elle soit sur mes plages ». Il y a des provocations dans tout ça. On peut aussi ne pas répondre à ces provocations. Un chef d'État, genre général de Gaulle, qui nous dirait « on va régler le problème une bonne fois pour toutes et la République sera forte ». Et elle le serait véritablement. Pas simplement « on ne laissera pas passer ». Non, c'est tenir un discours pro-immigration en disant tout ce qu'ils font est formidable, c'est une chance pour la France, puis après dire oh mais il ne faut pas que ces choses-là continuent. Les Français n'en peuvent plus d'entendre ce discours-là. Il faut que l'État règle le problème, pas seulement en appelant la laïcité, mais juste de faire ce que je suis en train de lire des textes de Napoléon concernant les Inspirons-nous du 19e siècle. Mais relisons ce texte et voyons ce qui est susceptible d'être fait aujourd'hui. Michel. Un tout petit mot quand même sur ce qui se passe autour de l'Ukraine, des négociations de paix autour de l'Ukraine. Il y a eu un nouveau sommet européen cette semaine à Paris, en présence de 30 pays alliés, à la fois européens et de l'OTAN, qui veulent trouver des garanties de sécurité pour l'Ukraine au cas où un accord serait trouvé entre Kiev et Moscou. On va écouter le président Macron qui a reçu cette semaine à l'Élysée Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le président français a réitéré sa volonté d'envoyer des troupes européennes sur le sol ukrainien. On l'écoute. Et ensuite, ce sur quoi on travaille, pour donner aussi des cartes à nos amis ukrainiens, ce sont d'autres formes de garantie de sécurité en soutien, ces fameuses forces de garantie ou de réassurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des forces européennes, sur une base, sur des choix nationaux, pourraient être amenées, et ça fait partie de la discussion, on donne notre disponibilité. Ça dépend des discussions qu'il y aura, mais c'est une carte à la main du président. Pourraient être amenés à tenir des positions dans la zone de paix, en territoire ukrainien. Et donc le but de ces forces armées ne serait ni d'être sur la ligne de front, ni d'être engagées au premier jour face aux forces russes, mais d'être des forces qui dissuadent là aussi les Russes de réattaquer. Voilà pour la volonté du président Macron, en sachant que Moscou avait tout de suite dit hors de question qu'il y ait d'autres troupes qui mettent le pied sur le sol ukrainien. Casus belli, comme on dit, c'est un cas de guerre. Quand il met une affiche, là, bâtir une paix solide, il faut entendre très exactement l'inverse. Produire une guerre sévère, produire une guerre solide. Il veut une guerre. Poutine l'a dit très précisément, ça fait longtemps qu'il le dit. D'ici à 5 jours, ce sera vraiment la guerre. On ne peut pas être co-belligérant. Puis on ne peut pas non plus mentir à ce point qu'on dise on envoie des canons, on envoie des chars, on envoie des avions, on forme des pilotes ukrainiens, mais on n'est pas co-belligérant. C'est quoi être co-belligérant si c'est pas ça? Donc nous sommes co-belligérants. Est-ce qu'il a demandé au peuple français ce qu'il en pensait? Il n'est pas tout seul, ce garçon, c'est pas Louis XIV. Et il ne peut pas décider en disant, moi, roi de France, roi soleil, j'ai décidé qu'il fallait faire cette guerre en Ukraine. Et nous aurons en face les Russes qui sont une puissance nucléaire et qui sont un peu moins tendres que ce... Il a été élu par les Français, le président de la République. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire. S'il décide, il dit, mais moi, je vais envoyer une bombe atomique sur Ajaccio, on va lui dire, j'ai été élu président de la République, j'ai bien le droit. Non, il y a un moment donné où vous devez des comptes au peuple, tout de même. On voit bien de toute façon que les peuples sont méprisés par ce monsieur et par la bande maastrichtienne depuis des années. Je renvoie à 2005, 2008, les gens connaissent l'histoire. Et là, ça prend du temps. C'est pas l'urgence. Il n'a pas une bombe atomique à envoyer dans les 3 minutes parce que quelque chose est parti de je ne sais pas où. Cette guerre-là, il n'a pas à la décider tout seul. 2 milliards. Il a trouvé 2 milliards. Là. Une aide de 2 milliards qui va être donnée à l'Ukraine. 2 milliards pour les Français qui souffrent de la faim, de la malnutrition, de la misère, de la pauvreté, du chômage, etc. J'ai vu, hier, il y avait j'allais dire la basilique, la tour Eiffel qui était avec les couleurs de l'Ukraine. Mais moi, je rêverais d'une tour Eiffel avec les couleurs françaises et puis 2 milliards de dire, voilà, on va régler le problème de la pauvreté, de la misère, des prisons, même s'il le faut, des écoles, des hôpitaux, etc. Ah là, il n'y a pas d'argent. Donc il décide d'une guerre tout seul. Il dit, il faut la faire. Cette guerre va nous engager dans un conflit ouvert avec Poutine qui n'est pas un gentil. Et lui, il y a un moment donné où il dira, bon... un impérialiste. Bien sûr. Il y a un impérialisme russe que je ne soutiens pas. Il y a un impérialisme américain que je ne soutiens pas. Et il y a un impérialisme européiste que je ne soutiens pas non plus.
Je suis souverainiste, je suis gaulien, gaulliste, et je dis, mais où est l'intérêt de la France? Où sont les intérêts des Français? Les Français ont-ils intérêt à ce qu'il y ait des emprunts qui soient faits pour muscler militairement la France de façon à ce qu'elle aille mener une guerre contre Poutine sur le sol ukrainien? Est-ce que les Français veulent ça? Ça s'appelle un référendum. Posez la question, vous voulez, vous voulez pas? Et je suis sûr qu'une majorité des Français ne voudraient pas. Exactement, c'est sans doute pour ça qu'on ne leur pose pas la question. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire la dictature continue, indépendamment de ce que veulent les Français, alors qu'on le sait sur plein de sujets, on leur impose une guerre, cette guerre va être faite, il y aura des dommages collatéraux. Bien sûr que quand il dit qu'il faut bâtir une paix durable, c'est pas la paix durable qu'il faut, c'est du Orwell, c'est une guerre durable qu'il veut. Pour quelle raison? Il devient chef de guerre. Macron dans cette aventure, et pour un chef de l'État qui va cesser de l'être bientôt, dans quelques mois, quel bonheur ce serait, ou ce sera, il pourrait nous dire, mais je peux rester. Et je peux rester peut-être... alors après, il y a des bricolages constitutionnels. C'est M. Ferrand qui, d'ailleurs, lui donnera raison sur ce sujet-là. M. Ferrand porté par Mme Le Pen. Et il pourrait dire, mais moi, je suis un chef de guerre. Regardez, Zelensky, il ne s'est pas représenté aux élections. Il a dit, moi, je suis chef de guerre. Les élections, ça compte plus. Là, ça peut être exactement la même chose. Et je trouve ça extrêmement dangereux pour la démocratie. On est toujours au bord du précipice. Un dernier mot, Michel, parce que j'en parlais tout à l'heure dans le sommaire, sur ces ZFE, les fameuses zones à faible émission, qui ont provoqué la polémique, parce qu'elles ont été généralisées depuis le début de l'année dans les villes de 150 000, de plus de 150 000 habitants. Il y a eu une petite victoire de la part de ceux qui récusent ce principe. Alexandre Jardin, notamment, qui a qualifié de gueux, entre guillemets, ceux à qui on voulait interdire l'accès au centre-ville. C'est-à-dire que les députés ont réussi à voter un texte en commission qui annulerait en fait ces ZFE. C'est une première étape, c'est encourageant ou pas pour vous? Oui, c'est encourageant d'abord parce qu'on voit bien que c'est une réforme de classe. C'est-à-dire, quand vous avez de l'argent, ça pose aucun problème. Vous avez des bonnes voitures qui roulent bien, avec les bonnes étiquettes qui vous permettent d'aller à peu près partout, et puis voilà. Et vous avez la possibilité d'avoir une voiture hybride, vous avez les moyens pour vous payer ce genre de choses, puis si vous n'avez pas cette voiture, vous avez les moyens d'en changer, et puis etc. etc. Mais il a raison, Alexandre Jardin, parce que j'allais utiliser le prénom de son père, mais Alexandre Jardin, de parler des gueux, parce que c'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Et on se dit, on avait dit aux Gilets jaunes, ah, vous polluez avec vos diesels, et vous êtes dans l'incivisme total, il faut sauver la planète, etc. Les gens disent, mais moi je veux bien sauver la planète, mais je crève la faim. Et je ne peux pas changer de voiture. Et je fais des kilomètres, j'ai donc besoin de cette voiture-là, qui est une vieille guimbarde la plupart du temps. Et là, ça recommence. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours dans les mêmes porte-monnaies qu'on va chercher l'argent. Et c'est inacceptable, mais ça marche. Alors là, c'est bien qu'éventuellement... c'est juste en commission à l'Assemblée. Il va falloir attendre que le processus législatif... Mais dès qu'il s'agit de ponctionner les gens, vous savez, l'État est fort, l'État est puissant dans ces cas-là. Merci beaucoup, Michel Onfray, pour cette heure passée en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.